Vous écoutez les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner au quotidien des acteurs de référence dans le domaine des ressources humaines, du talent management, mais pas seulement. Et on a voulu, pour ce podcast, vous offrir un moment privilégié avec certains de ces interlocuteurs qui vous partagent leur expertise sur un sujet de leur choix. Aujourd'hui, je reçois Noémie Sichel-Dulong, directrice Talent Acquisition Monde de Doctolib, qui vient nous parler du lien entre la fonction Talent Acquisition et le business. Donc bonjour Noémie et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Chloé, merci. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Pour celles qui ne te connaîtraient pas dans notre audience, est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour te présenter, toi, ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Je vais commencer par mon parcours et puis après, si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur moi, j'hésiterai pas à approfondir. Moi, ça fait 27 ans que je travaille, dont 20 ans dans différentes fonctions RH. J'ai commencé par la formation, People Dev, j'ai été HR Business Partner dans différentes boîtes de conseil, cabinet d'avocats d'affaires. Et puis, j'ai choisi de me spécialiser en recrutement. Et pour le faire, je suis d'abord passée par le cabinet. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans des boîtes tech internationales pour mettre en place la fonction Talent Acquisition. Je vais probablement dire un peu TA pour la suite de notre conversation, mais voilà. Pour mettre en place la fonction Talent Acquisition en France, en Europe. Et depuis quasiment 3 ans, je travaille chez Doctolib et je chapeaute toute la fonction TA dans les 3 pays. Et du coup, pour celles ou ceux qui n'ont pas la mesure exactement, ça a quelle taille à peu près cette équipe TA chez Doctolib aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, on est à peu près 70. Quand je suis arrivée en juin 2020, on était 45. Et on a été jusqu'à 100 il y a à peu près 1 an. Ok. Bon, c'est intéressant. Puis ça fera l'objet, justement, les sujets de croissance, ça fera l'objet de ce qu'on va se raconter aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur toi, d'autres que les gens ne connaissent probablement pas? J'avais très envie de m'inventer une vie de super-héros, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Si j'avais su, j'aurais inventé quelque chose. Mais déjà, j'ai 46 ans. J'ai 3 garçons qui ont entre 8 et 24 ans. Et j'ai la chance de connaître les joies de la famille recomposée. Donc, il y en a 2 de plus qui se sont ajoutés à cette petite PME familiale. Et quelque chose dont on se doute pas forcément quand on ne me connaît pas. Il y a une 15aine d'années, j'ai décidé de quitter le cabinet de conseil EY, pour ne pas le citer, dans lequel je travaillais pour monter une boutique atelier de loisirs créatifs et de décoration. Et donc voilà, ça c'était mon aventure entrepreneuriale et on s'en doute pas forcément quand on va travailler dans des environnements plus corporate. T'as raison, et tu me l'as dit il y a quelques années, donc ça me revient maintenant, mais ok, un fun fact, on n'a pas tous ce type d'aventure. Je suis pas un super-héros, mais voilà, j'ai testé cette aventure entrepreneuriale. Ok, super intéressant, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que comme à chaque invité, je t'ai proposé de choisir la thématique qui te tenait à cœur pour aujourd'hui. Et toi, t'as vraiment eu envie de discuter de la fonction Talent Acquisition comme un vrai partenaire du business, et pas juste dans les mots. Pourquoi est-ce que c'est là-dessus que t'as eu envie d'aller? Alors déjà, quand on pose cette thématique TA comme partenaire du business, on a l'impression que c'est une évidence, mais ça l'est pas toujours. J'ai aussi choisi cette thématique parce que je pense qu'il est bon de se souvenir qu'on a un rôle de support au sens noble du terme, mais un rôle de support du business. Que parfois on peut se perdre un peu dans une forme d'expertise et qu'il est bon d'y revenir de façon régulière. Et c'est aussi en discutant avec toi il y a quelques semaines et avec mon boss quelques jours auparavant que je me suis rendu compte que à titre personnel, moi, j'ai besoin à la fois de comprendre pourquoi je travaille. Donc ça, c'est la recherche de sens, comme on dit communément aujourd'hui. Mais aussi d'avoir de l'impact sur les gens et sur le business de l'entreprise dans laquelle je travaille. Et comme, justement, de temps en temps, il m'est arrivé d'avoir le sentiment de me perdre dans une fonction trop technique, trop experte, je reviens à cette recherche de sens et cette recherche d'impact et ça me fait beaucoup de bien. Et comme depuis quelques années, je travaille sur des postes de direction Talent Acquisition, j'essaye de servir le business à travers le recrutement et c'est déjà pas mal. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui vont nous écouter en se posant la question d'enjeux de croissance qui, évidemment, sont au cœur du business et de comment est-ce qu'ils peuvent être accompagnés côté RH et recrutement en particulier. Donc, c'est sûr que ça va les intéresser. Du coup, pour rentrer dans le cœur du sujet, c'est vrai quand tu m'as parlé pendant notre dernière discussion de ce que tu avais fait chez Docto, tu m'as dit que tu avais mis en place et contribué entre guillemets à faire grandir un modèle qui était particulier. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce modèle? Ouais.
Alors, comme je te l'ai dit, moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille en RH et à peu près 10-15 ans en recrutement. Donc, à chaque fois que j'ai eu à mettre en place une fonction talent acquisition ou de reprendre une fonction qui existait déjà, je l'ai toujours fait de façon très différente, pour des raisons évidentes aussi, différence de taille, de boîte, de culture, de maturité de la fonction, etc. Donc chez Doctolib, quand je suis arrivée avec ce bagage-là, cette conscience que j'allais pas pouvoir appliquer un modèle qui existait déjà ailleurs. Et chez Doctolib, je veux vraiment insister sur le fait que j'ai eu la chance d'arriver dans une entreprise qui a placé la fonction recrutement au plus haut niveau de la stratégie dès le premier jour et depuis 10 ans. Merci à Stan, qui est le CEO cofondateur de Doctolib, qui a toujours vu le recrutement comme étant le support numéro 1 du développement de l'entreprise, de la croissance. Mais donc, j'ai bénéficié à la fois de ce positionnement, mais aussi de tout ce qui avait été fait avant que j'arrive par les recruteurs, les managers, par mon boss actuel, Mathieu, qui est Chief People Officer. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui existaient déjà. En revanche, ce qu'on a décidé de faire ensemble, c'est de revoir l'organisation de cette équipe pour servir davantage le business. Et d'où le thème et c'est cette organisation dont on peut parler aujourd'hui, si tu veux. Et c'est effectivement intéressant parce que le positionnement de la fonction RH au sens large, au plus haut niveau de l'entreprise, on le voit pas forcément partout. Et je sais qu'il y a beaucoup de RH qui nous écoutent et qui en souffrent parfois dans certaines structures. Donc c'est évidemment un premier point d'appui qui est très fort. Et donc du coup, effectivement, pour aller plus loin, j'aime bien l'idée de non, tu peux pas copier-coller un modèle que tu as déjà mis en place ou que tu as déjà vu tourner dans des entreprises complètement différentes comme celles sur lesquelles tu es allé. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a de significatif dans le modèle de recrutement chez Docto? Je vais t'en parler tout de suite et juste pour contextualiser un peu, tu me demandais combien on était dans cette équipe Talent Acquisition. Je t'ai dit on était 45 en juin 2020, 70 mais on a été jusque 100. D'autres chiffres qui peuvent illustrer aussi, en tout cas expliquer pourquoi on a décidé d'investir autant sur cette équipe recrutement. En 2021, en 2022, on a recruté 1300 personnes chaque année dans les 3 pays. On a ouvert l'Italie début mi-2021. Aujourd'hui, on est 350 en Italie. Enfin, ça donne une petite idée des volumes. Et voilà, et on traite à peu près 7000 candidatures par mois. Mais ça explique qu'on ait souhaité faire cet investissement. Et puis après, sur l'organisation, déjà, c'est un parti pris. Le parti pris, c'est que je pense qu'on peut avoir de l'impact, pour revenir sur l'idée de l'impact, on peut avoir de l'impact sur le business et sur l'entreprise en apportant de l'expertise. Ça peut être de l'expertise marché, l'expertise fonctionnelle, ça peut être des compétences de conviction, de closing, etc. Mais on peut apporter de l'expertise. Et pour le faire, nous, on a décidé de concentrer les recruteurs sur 2 activités principales. Sur l'assessment, donc l'évaluation des candidats, et sur donc je m'excuse par avant, je vais employer plein de termes anglais, mais c'est pas c'est pas grave. C'est pas grave, on fera préciser si jamais. Sur stakeholder management, c'est-à-dire la qualité de la relation justement avec le business. Et les recruteurs se concentrant sur ces 2 activités principales, on a créé d'autres équipes qui sont transverses et qui viennent compléter le travail des recruteurs. Donc aujourd'hui, nos recruteurs, ils sont répartis dans des équipes de recrutement opérationnelles, qui sont opérationnels par la fonction, le business ou le pays. Donc, par exemple, on a une équipe qui est dédiée au recrutement des commerciaux en Allemagne, on a une équipe qui est globale et qui est dédiée au recrutement des software engineers dans nos 3 pays, etc., etc. Donc, les autres équipes transverses qu'on a décidé de créer pour compléter le travail des recruteurs, ce sont, par exemple, l'équipe sourcing. Donc, on fait pas figure d'exception. Il y a plein de boîtes qui décident d'avoir une équipe dédiée au sourcing. Mais c'est l'équipe qui est en charge de tout ce qu'on appelle le top of funnel, c'est-à-dire tout ce qui se passe avant qu'un candidat ne devienne un candidat. Donc c'est toutes les stratégies de mapping de marché, d'approche des candidats, de talent intelligence, à quoi ressemblent les candidats qu'on cible, à quoi ressemblent les organisations auxquelles on a envie de ressembler, parce qu'on aime bien s'inspirer de ce que font les autres. Et cette équipe, elle travaille étroitement avec des équipes talent marketing qui, elles, sont en charge de fidéliser notre audience, d'attirer les talents et de travailler sur la marque employeur. Donc ça, déjà, c'est l'expertise dans l'expertise. Ouais. Et après, on a voulu pousser l'exercice un peu plus loin en créant une équipe qui s'appelle TA Excellence et qui héberge plusieurs fonctions. La première, on la connaît bien maintenant, c'est une fonction de coordination. Donc, on a une équipe dédiée à la coordination qui s'occupe du scheduling, donc l'organisation des entretiens, mais surtout de l'expérience qu'on offre à nos candidats tout au long du process. Donc, pour nous, l'expérience candidat, elle est au cœur de notre démarche d'excellence. La deuxième fonction qu'on trouve plus rarement dans les grands groupes, plus souvent dans les boîtes tech, c'est une fonction de RecOps, Recruitment Operations.
Donc là, il y a toute la partie reporting, data, tooling. Chez Doctolib, on travaille sur 6 outils différents au sein du recrutement. Donc il faut que ce soit bien paramétré, il faut que l'usage soit nickel. Donc c'est super important d'avoir une équipe dédiée sur ces sujets-là. Et la dernière fonction, c'est une fonction vraiment d'excellence au sens premier du terme, et c'est celle qui nous permet d'être meilleurs en tant que recruteur, sourceur, coordinateur et même manager. Et c'est la fonction qui héberge toute la formation sur les pratiques de recrutement, sur la diversité, sur la compliance, etc. Donc on a plein de programmes de formation qui sont soit à destination de l'équipe, soit des managers qui recrutent. Wow, c'est une sacrée organisation. Je pense qu'il y en a que ça fait un petit peu rêver et qui n'en sont pas du tout à ce stade-là de maturité. On va évidemment creuser certains aspects en particulier, mais avant de rentrer dedans, est-ce que tu as des chiffres que tu pourrais partager sur l'impact finalement quelque part de ce type d'organisation sur ce que ça vous a permis de faire? En fait, alors des chiffres peut-être pas. J'en ai 2-3 en tête, mais c'est plus de la qualité. C'est-à-dire que en concentrant les recruteurs sur certains éléments, on leur permet de s'améliorer et d'être meilleurs dans la qualité de l'évaluation des candidats, et donc qui crée plus d'impact, qui crée plus de valeur ajoutée pour le business. Donc ça, c'est vraiment la partie quali. Sur la partie quanti, sur les programmes de formation qu'on peut proposer, juste à titre d'exemple, on a un programme qui s'appelle Hiring Champions, qui promeut les meilleures pratiques de recrutement, qui forme les managers et qui favorise aussi le recrutement des profils divers. C'est super important parce que ça n'existe pas dans toutes les entreprises. Et aujourd'hui, ça représente près de 300 managers formés, donc c'est quasiment 50% de nos managers chez Doctolib. Donc ça a un impact réel, assez tangible sur la qualité des recrutements qu'on met en avant chez Doctolib. Hyper intéressant. Du coup, ce type d'organisation, j'imagine, est hyper adapté à des phases de croissance, et tu nous as cité des chiffres de volume de recrutement qui sont assez impressionnants. En spécialisant, du coup, beaucoup les rôles, en amenant une vraie expertise à chacun des recruteurs, est-ce que ce type d'organisation va fonctionner quand les contraintes de l'organisation vont évoluer différemment? Ouais, c'est une bonne question et on est vraiment au cœur de ce sujet en ce moment. Ce que je pense, c'est qu'on a créé une habitude d'apprentissage dans cette équipe, ce qu'on appelle nous un learning mindset, qui est valable chez Doctolib de façon générale, mais en particulier dans cette équipe sur laquelle on a investi tout de suite sur une training factory dédiée au recrutement, etc. Et pour moi, ce learning mindset, il favorise l'acceptation du changement quand il arrive. Quand on n'a plus le loisir d'être tous spécialistes ou quand il faut ouvrir ses chakras, c'est toujours plus simple de le faire quand on est disposé à apprendre. Et je trouve que les programmes qu'on a créés en interne sont des bons supports pour gérer une fluctuation justement ou un changement de cap. Aujourd'hui, on recrute peut-être un petit peu moins de profils, financiers au profil de profils ingénieurs ou inversement. Et c'est OK parce qu'on sait s'adapter grâce à cette capacité qu'on a à apprendre. Et donc ça se fait parmi les différents programmes de formation qu'on a. On a des programmes de mentorship, des programmes de coaching. On a aussi des interventions de speakers inspirants qui viennent du business, qui viennent d'ailleurs. Et je pense que ça encourage tout le monde à être flexible et avoir envie d'apprendre. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un autre sujet sur lequel on aurait pu tourner le podcast. Mais il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser dans certaines entreprises aujourd'hui sur à quel point est-ce qu'on investit ou justement on n'investit pas suffisamment sur le développement des populations RH, on va dire au sens large, et du coup on les équipe pas forcément sur plein de dimensions. Mais ce que je comprends, c'est qu'au-delà de les équiper sur de l'expertise, il y a un sujet sur apprendre à apprendre entre guillemets et sur développer de l'agilité par rapport à cette training factory. Et très concrètement, donc quand tu me dis il y a des moments où il va y avoir peut-être un petit peu moins de recrutement, enfin dans tel ou tel sur tel ou tel métier, etc. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les équipes qui sont déjà formées, comment est-ce qu'elles vont se réorganiser finalement quand les contraintes évoluent? On s'appuie sur plusieurs choses. On s'appuie sur cette capacité d'apprendre dont je viens de te parler et aussi sur une approche compétence qui est assez forte chez Doctolib. On a un Competency Framework qui est un outil puissant qui nous permet de mieux comprendre ce que savent faire nos collaborateurs et ce qu'ils ont envie de faire. Donc on s'appuie sur les deux axes, ce que je sais faire et ce qui me motive, pour les orienter vers les endroits où on a besoin d'eux. Ouais. C'est parce qu'on est quand même là pour servir le business. Donc c'est l'idée. Et de façon très concrète, on a des recruteurs qui changent d'équipe opérationnelle parce qu'ils ont déjà des compétences sur, on va dire, le tronc commun du recrutement. Et tout ce qu'il leur reste à apprendre, c'est de la spécificité sur un marché, sur une fonction, etc. Donc ça, on le fait de façon très régulière. Et puis, on le fait plus largement au sein de l'équipe People. On a eu des mouvements intéressants de l'équipe de recrutement vers l'équipe Social Impact, vers l'équipe Comp & Ben,
vers l'équipe HRIS, donc système d'info, et peut-être même là un mouvement vers l'équipe legal aussi. Donc on est capable de faire ça en s'appuyant sur ces différents outils. Donc de façon très concrète, voilà à quoi ça peut ressembler. Ouais, à faire des mobilités qui, du coup, je comprends, peuvent être aussi temporaires en fonction des besoins, qui sont pas forcément définitives. Exactement. Et j'imagine aussi que ça joue un rôle sur la rétention, parce que c'est vrai que quand on parle de recrutement, d'évolution des contraintes, etc., il arrive d'autres types de besoins derrière qui sont beaucoup plus sur ou de la rétention ou de l'engagement des équipes, etc. Cette approche vraiment d'aider les gens à se développer dans la fonction, c'est pas que recrutement, c'est people au sens large. Ouais, et c'est même employabilité au sens large, en fait. C'est compétences au sens large. C'est-à-dire qu'en fait, on casse les cloisons au profit du développement d'un collaborateur parce qu'on a la possibilité de le faire et qu'on peut le faire de façon très court terme. Et on offre des possibilités de mobilité interne très concrètes, quoi. Et j'imagine en fait que pour avoir dans ces équipes des personnes qui ont les bons niveaux d'expertise, les bons niveaux d'agilité aussi, l'envie d'apprendre, la capacité d'apprendre, etc., finalement, à la base, le recrutement même des recruteurs est un sujet important. Donc, tu m'avais dit que là-dessus, vous aviez mis en place quelque chose. Oui, alors à un moment donné, quand on était plus nombreux et qu'on avait des enjeux recrutement qui étaient encore plus forts que ceux qu'on a cette année, on a même une recruteuse de recruteurs. Donc, on avait une personne, c'est grand luxe. Aujourd'hui, on recrute moins de recruteurs parce que voilà, nos enjeux sont ailleurs. Et cette personne, elle fait autre chose dans l'équipe. Donc, ça, c'est aussi un bel exemple de mouvement. Et sur la rétention, je pense que déjà, sur la façon dont on recrute les recruteurs, on a évidemment une trame de critères qu'on a envie de respecter, d'expertise ou d'envie de faire du recrutement. Mais ce qui est très important pour moi, et c'est un peu ma patte, je veux avoir des personnes curieuses dans l'équipe. Parce que j'anticipe qu'à un moment donné, on va peut-être leur proposer de faire des choses un peu différentes. Et que si, à la base, on a des personnes qui s'intéressent sincèrement à ce qui se passe autour d'elles, on va favoriser les changements de façon plus rapide et plus fluide. Donc la curiosité un peu comme élément de prédilection au démarrage avant d'avancer, ça on le retrouve effectivement dans pas mal d'organisations, en tout cas l'intention d'aller là-dessus. Au bout du bout, quand on regarde toute cette organisation, avec la formation autour, avec la spécialisation, mais tout en gardant de l'agilité finalement entre les équipes, en quoi est-ce que finalement ce modèle il sert vraiment le business, puisque j'ai compris que c'était vraiment ton driver, c'était vraiment quelque chose de très important pour toi. En quoi est-ce que ce modèle-là pour toi il sert vraiment le business? Il sert le business parce que je reviens à une des premières phases que je te disais tout à l'heure, parce qu'on apporte de l'expertise, donc on apporte de la complémentarité. On se substitue pas au business sur la partie la plus technique des métiers qu'on recrute. En revanche, on a une technicité, une compréhension du marché qu'on va adresser, une qualité de l'évaluation des soft skills. Et en ça, on se pose comme partenaire privilégié du business pour leur apporter des choses que eux maîtrisent un peu moins. Donc là, on sert le business en le faisant. Et on sert le business correctement en étant une organisation agile, en étant capable de leur proposer des choses différentes parce que les enjeux du business changent. Ouais, c'est hyper intéressant. Ce point-là, de se dire effectivement, on n'est pas juste, je reprends un peu ton terme initial qui est malheureusement parfois un peu ou galvaudé, dévalorisé. On n'est pas juste une fonction support dans le sens on va venir faire ce qu'on nous demande et pourvoir les besoins entre guillemets, mais il y a sûrement un rôle effectivement de conseil vis-à-vis du business par rapport à tout ce qui va intégrer l'acquisition de nouveaux talents. Ouais, exactement. Alors, quel conseil? Alors, je sais que c'est toujours un peu particulier, parce que parmi notre audience, on va avoir des gens qui sont dans des grands groupes, dans des structures très matures, certaines très traditionnelles, d'autres qui ressemblent peut-être beaucoup plus à Docto ou qui sont même encore beaucoup plus petites. Quel conseil tu donnerais à une grosse structure, peut-être, pour démarrer? Alors, à une grosse structure, je commencerai par leur dire positionner correctement la fonction. La fonction recrutement, c'est pas une fonction d'entrée en RH. Ça peut l'être. Et j'ai de très beaux exemples autour de moi, y compris des personnes de mon équipe qui sont devenues des HR business partners, etc. Donc, très beaux exemples, mais ça peut être une fonction d'entrée, mais pas seulement, c'est d'abord une fonction d'expertise. Et donc, le deuxième conseil, ce serait de jouer la carte de l'expertise. C'est-à-dire que vos recruteurs, ils seront bons intrinsèquement dans leur relation avec le business, en étant impactants, en étant des vrais business partners, s'ils maîtrisent leur fonction, s'ils maîtrisent leur métier, leur pays, etc. Donc, il faut jouer la carte de l'expertise. Et peut-être un dernier conseil pour les grands groupes, travailler sur la data, enfin exploiter la data à laquelle on a accès à des fins d'analyse pour être meilleur dans nos pratiques. On le fait pas souvent dans les grands groupes et c'est regrettable. Voilà, ça c'est pour les grands groupes. Pour les plus petites structures,
La question du positionnement, elle se pose un peu moins parce que, c'est souvent plus naturel. On voit plus facilement la corrélation entre le recrutement et la croissance. Donc là-dessus, j'ai moins d'inquiétude, mais si toutefois une petite structure nous écoute, je passe le message. Positionnez bien la fonction. Et l'autre conseil que je peux donner, c'est ne perdez pas de vue qu'on sert le business. C'est-à-dire que si on a le loisir d'avoir des experts, c'est très bien, il faut le faire. Et nous, on a pu le faire et c'est très bien. Mais il faut aussi développer très très vite la flexibilité parce qu'une boîte qui croît rapidement, c'est une boîte qui va opérer des changements rapides. Et donc l'organisation TA, elle doit pouvoir s'y adapter aussi rapidement. Et peut-être pour finir, des conseils, en tout cas un conseil principal pour tout type de structure, parce que c'est un cheval de bataille pour moi depuis toujours, on recrute des personnes. C'est pas seulement des headcounts dans un staffing plan, une variable d'ajustement, on recrute des personnes. Donc attention aux process qui prennent trop de place au détriment de la relation avec les candidats, au détriment de la relation entre un recruteur et le manager qui recrute, etc. Donc revenir là-dessus régulièrement. Et puis juste une spéciale dédicace à un de mes anciens boss, Paul Elbronner. Keep it simple. Alors lui, il avait l'habitude de dire keep it simple, stupid. Kiss. Voilà, je le dis assez régulièrement. Keep it simple. Les choses les plus simples parfois sont les meilleures. Et ça, c'est un conseil qui convient très bien à tout type de structure. Hyper intéressant. Et c'est vrai que par rapport au positionnement de la fonction, j'ai l'impression que c'est un peu le serpent qui se mord la queue dans certaines organisations. C'est la fonction n'est pas suffisamment bien positionnée ou valorisée. Du coup, on nous utilise un peu pas de la bonne façon, mais effectivement le prendre du bon côté avec développer une vraie expertise pour que finalement entre guillemets elle soit reconnue, c'est un bon point. On a parlé de développer la flexibilité, développer les changements rapides. J'entends aussi beaucoup parler, et c'est un terme que tu as utilisé dans notre précédente discussion, de aussi passer parfois sur des périodes de recrutement plus raisonnées, raisonnables, etc. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, justement, quand tu regardes aujourd'hui des structures qui ont recruté beaucoup, qui passent sur des rythmes différents? Qu'est-ce que ça implique côté TA? Je reviens à la flexibilité encore une fois. On sera peut-être redondant avec ce que j'ai dit avant, mais si on a une vraie démarche compétence, si on s'intéresse à nos collaborateurs pour ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont envie de développer, quels sont leurs drivers, leurs motivations, en fait, on peut leur faire plein de choses dans l'entreprise. Et quand on a été recruté en tant que recruteur, on a envie d'en faire une spécialité, et donc il faut leur donner cette possibilité-là. Mais sur un temps réduit, on peut aussi les faire grandir à travers d'autres fonctions, sous forme de mission. On l'a expérimenté depuis quelques mois chez Doctolib, et c'est un vrai succès. Pour revenir après à une fonction de recrutement, pourquoi pas? L'idée, c'est pas de faire des moves définitifs. La flexibilité dans l'organisation, la flexibilité dans la façon dont on envisage nos collaborateurs, c'est super important. Et alors, quelles seraient les fausses bonnes idées ou idées reçues que tu as pu identifier justement tout au long du chemin par rapport à tout ce qu'on s'est dit? À travers ce que je t'ai dit tout à l'heure sur les conseils que je donnerais à différents types de structures, tu as compris que le sujet du positionnement, de faire passer les process avant les personnes, etc., tout ça, ce sont des pièges à éviter. Mais là, en fait, j'ai plutôt envie de prendre le contre-pied de tout ce que j'ai dit auparavant, et volontairement, c'est mon côté rebelle. Ce que j'ai envie de dire là, c'est que trop se spécialiser, trop découper, trop offrir de support à une fonction, et ça pour moi c'est valable dans le recrutement, dans une équipe RH, people ou dans n'importe quelle fonction de l'entreprise, mais trop offrir de support, c'est aussi prendre le risque à un moment donné de retirer du ownership, de déposséder. Déposséder de la capacité d'entreprendre, déposséder de la capacité à prendre des décisions et donc à innover. Et pour moi, quand on le fait, on prend le risque de perdre du sens et donc de perdre de l'efficacité. Et ça reviendrait à dire que l'ultra spécialisation, parfois, ça peut être au détriment de l'efficacité et donc de l'impact. Et là, on a tout perdu parce que on sert plus le business. Ah, c'est hyper intéressant. Effectivement, tu prends un bon contre-pied ici. C'est risqué. Ouais. Donc, faut trouver la limite, quoi. Faut trouver la ligne. Il faut trouver le bon équilibre. Et pour reboucler sur ce qu'on disait en intro, moi, j'ai eu parfois le sentiment de me perdre dans une ultra spécialisation. Et quand je repense au sens de notre travail, je m'aperçois que, les actions les plus simples sont souvent les meilleures. Ça signifie pas qu'on n'a pas d'ambition pour ce qu'on fait, qu'on le fait pas avec du cœur, avec de la bonne volonté. Et 2, que la polyvalence, la capacité d'adaptation, qui est exactement la même que celle que j'inculque à mes enfants au passage. Donc c'est assez universel. Mais notre capacité d'adaptation, c'est souvent au cœur de beaucoup de solutions et au cœur de succès collectifs ou individuels. Donc c'est vraiment ce que
j'aimerais qu'on retienne de notre échange aussi, c'est qu'on a testé un modèle qui s'est fortement expertisé. Je suis pour l'expertise au sein du recrutement. Je suis pour défendre l'idée que la fonction recrutement est une fonction d'expertise au sein d'une fonction un peu plus large, people, RH, on l'appelle comme on veut. Mais je pense qu'à l'intérieur de cette expertise, il faut qu'on crée de la flexibilité et il faut qu'on donne la possibilité aux personnes qui représentent la fonction de prendre des décisions elles-mêmes et parfois d'expérimenter. Du coup, si je résume, les fausses bonnes idées, c'est effectivement être trop sur le process, moins sur les personnes et se retrouver avec des choses très lourdes, et puis tomber dans l'hyperspécialisation qui peut retirer du ownership, qui peut retirer de l'innovation, effectivement de la capacité à décider. Ouais, exactement. Ok, hyper intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aurais voulu me parler autour de ce sujet qui est passionnant, sur lequel on pourrait passer des heures, et une question que je t'ai pas posée, à laquelle... Non, je pense qu'on a couvert tous les sujets. Si tu me lances sur ces sujets qui sont des sujets qui me passionnent, je pense qu'on peut être là pendant encore quelques heures. Mais j'aime bien l'idée qu'on puisse être et spécialiste et généraliste au sein d'une même fonction. Et c'est en fait l'approche qui est généraliste et le contenu qui est spécialiste. Et c'est une idée que j'aime bien défendre au sein de Doctolib aussi, qui a cette tendance-là à expertiser toutes ses fonctions. À juste titre, parce que c'est aussi ce qui explique le succès de l'entreprise. Mais c'est bien, à un certain niveau du développement de l'entreprise ou du développement d'une équipe comme la mienne, de se dire qu'on va être un peu plus flexible, un peu plus généraliste dans notre façon d'appréhender les sujets. Et ça me va bien. Ok, c'était le mot de la fin. Du coup, je te remercie beaucoup. C'était passionnant. Merci Chloé. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Et en attendant, n'hésitez pas à aller réécouter les anciens. Comme ces conversations sont riches, on a décidé de condenser l'ensemble des points clés de cet épisode sur une page que vous pourrez retrouver soit en cliquant sur le lien en description de cet épisode, soit sur le site authentiquetalent.fr. Suivez-nous sur notre site authentiquetalent.fr ou sur notre page LinkedIn. À très vite, au revoir.